Nos modes de pensée ont évolué. Le temps presse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer d'approche. Entrepreneur, investisseur, élu local ou national, réveille-toi. Ouvre ton esprit, aiguise tes sens et adopte un autre point de vue. Bienvenue dans Vision d'Aigle. L'entretien des aigles. Bonjour à tous, reprise de notre discussion avec Gilles Cavalli, spécialiste de la productivité dans l'environnement agricole, du pilotage de celle-ci et de sa compétitivité. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser en particulier à la digitalisation, à l'innovation. Est-ce un marché saturé ou est-il toujours évolutif ? C'est un environnement en tout cas qui est très dynamique dans l'innovation via la foodtech et l'agtech. Mais concrètement, à quoi ressemble le paysage de l'innovation dans la foodtech et l'agtech en France ? Vu qu'on assiste à une mutation profonde qui est à savoir la nécessité de produire plus, mieux avec moins, le concept de base, c'est de passer d'une agriculture intensive en intrants à une agriculture intensive en connaissances. Et quelque part, c'est la promesse de l'agtech, ou agritech, agtech, qui est une partie de la foodtech englobant la production, la transformation et la distribution alimentaire. La filière agroalimentaire, c'est quand même 70 milliards d'euros d'exportation en 2021 pour notre pays. Donc c'est bien supérieur à l'aéronautique et à l'automobile. C'est vrai que les vins et spiritueux en comptent pour une bonne partie en valeur. Et on a grosso modo, c'est 250 startups, 250 entreprises en France qui font partie de cette fameuse agritech, beaucoup plus si on compte la foodtech dans son ensemble. Pour donner des ordres de grandeur en termes d'investissement de la part d'investisseurs qui font confiance à ces jeunes pousses ou moins jeunes pousses, quelques ordres de grandeur, c'était 650 millions en 2020, 1 milliard, et c'est la première fois que le milliard a été atteint en 2021. Tous les ans, il y a depuis 2018, il y a une cinquantaine de levées de 1 million et plus. Mais toutes ces sommes-là qui peuvent paraître faramineuses pour certains, c'est jamais que 6%. Si je lisse sur 6 ans les investissements dans les startups en France, l'agritech, c'est 6% de tous les investissements. Alors on a quelques acteurs, Caisse des dépôts et consignations, BPI France évidemment, le Crédit Agricole qui ont leur place, quelques fonds qui sont spécifiques mais qui sont peu nombreux et qui restent des fonds qu'on pourrait qualifier de modestes par rapport à l'ensemble des fonds qui investissent dans les startups. Sachant qu'en face, on a quand même le premier enjeu du 21e siècle. Il n'y a pas si longtemps que ça, les grands de ce monde faisaient quelques alertes en disant attention, si l'alimentaire et la production alimentaire, ça va plus à ce que ça figure, on est tous très mal. Et je crois savoir que si M. Gates n'est pas le principal propriétaire terrien de cette planète et producteur également, il a quelques dizaines de millions d'hectares, il en est pas loin. Donc si ce type de personnes s'intéresse à ce genre de production, pour moi c'est un signe faible, même si on parle de millions d'hectares, qui n'est pas à négliger. Voilà très très rapidement là où on en est en France. En France, c'est quand même la 6e nation du monde en termes d'investissement dans l'agritech. Alors ça nous permet de rebondir sur un concept justement qui a trait à ces investissements, à ce marché, à cette modernité qui est l'agriculture 4.0. Aujourd'hui, les professionnels sont-ils équipés en numérique et à quel niveau ? Est-ce qu'il y a une uniformité de la digitalisation et comment se traduit-elle ? Tous les ans, vous avez une étude qui s'appelle AgriNote et une autre qui s'appelle Vitinote qui est produite, une enquête représentative de l'agriculture des agriculteurs et agricultrices françaises, puisqu'on a 25% des chefs d'exploitation qui sont des chefs d'exploitation et qui nous disent le pourcentage d'agriculteurs qui ont un ordinateur, un smartphone, accès à Internet et avec des outils dédiés, professionnels dédiés. Et grosso modo, l'agriculteur est plus équipé que le français moyen. L'entrée de la micro-informatique s'est faite avec les cartes à trous et la comptabilité au début des années 80.
alors pas directement sur les exploitations agricoles parce que les matériels étaient partagés à l'époque. Il n'y avait pas encore de PC. Mais donc ça fait 40 ans. 40 ans que l'informatique est partie prenante. Vous avez des organisations agricoles, notamment en élevage, qui gèrent des quantités de données faramineuses sur la génétique et qui sont des acteurs significatifs en termes de maîtrise de ce fameux big data et qui fédèrent des milliers d'agriculteurs et des dizaines de milliers de têtes de bovins avec tout un tas d'informations clés et spécifiques au domaine de l'élevage. Donc on a quand même un métier, une profession qui est informatisée, numérisée, digitalisée. Et la question c'était est-ce que c'est uniforme ? Non, pas du tout. Deux hétérogénéités. La première, c'est les entreprises qui côtoient les agriculteurs versus agriculteurs. Et effectivement, je viens de citer l'exemple de l'élevage, mais on a d'autres entreprises pour qui le numérique est quand même bien performant et important, plus que sur la ferme elle-même. D'ailleurs, les enjeux sont plus sur les entreprises qui accompagnent, qui vendent, qui achètent aux agriculteurs que sur les exploitations agricoles elles-mêmes. Et au sein de la profession, en fonction de quelle production vous avez, est-ce que vous avez des grandes cultures, des céréales, est-ce que vous avez de la vigne, est-ce que vous avez de l'élevage, et comment est-ce que vous commercialisez ? Est-ce que vous commercialisez avec un circuit long, et donc grosso modo vous avez une facture par an, j'exagère à peine, ou un circuit court et vous faites X factures toutes les semaines auprès de vos clients en direct, et ben les besoins ne sont pas les mêmes, donc les taux d'équipement n'est pas le même, sachant que ce qui est privilégié et le truc numéro 1 pour les agriculteurs sur l'ordinateur, c'est la météo, qui est un élément de prise de décision, d'intervention dans les champs clés. Et donc ça, c'est ce qui intéresse le plus les agriculteurs. Après, les questions, évidemment, comme tout le monde, j'ai envie de dire, avec la banque, et puis les questions professionnelles sur la gestion viennent dans un troisième temps, on va dire. D'accord. Donc, multitude de cas d'usage, multitude de contextes possibles, choix, une offre pléthorique en matière d'innovation possible. Donc là-dedans, quels seraient les grands principes à suivre en fait pour arbitrer sur les technologies à acquérir afin de développer la business unit, son exploitation ou son activité? Et quelle serait la différence entre le nice to have, must to have et son référentiel? Donc, qui est le vrai bénéficiaire également? Est-ce que c'est l'agriculteur? Est-ce que c'est le partenaire? Bon, comment est-ce qu'on s'y retrouve dans tout ça? Quels conseils donnerais-tu? 450 000 exploitations agricoles, 450 000 réponses différentes. J'exagère à peine. Mais la question est bien posée parce que quel est le véritable bénéficiaire de ces outils? Alors pour certains d'entre eux, alors les outils, allez, on va faire large, on va faire du satellite avec les cartes, le GPS pour bien passer, pas faire de recroisement dans son champ, en passant par des outils de comptabilité, de facturation, de savoir bien comment, quand, combien appliquer les traitements ou les engrais, anticiper les chaleurs des vaches, anticiper les vélages, etc. Donc voilà, les cas d'usage, ils sont, et j'en ai cité qu'une poignée, ils sont nombreux, et l'agriculture a bien fonctionné sans. Et je reviens à ma question, comment passer d'une agriculture intensive en intrant à une agriculture intensive en connaissances? Et pour le coup, les outils informatiques tels qu'ils existent aujourd'hui ou qui vont exister demain a vraiment sa carte à jouer. Et la différence entre le nice to have et le must have, probablement qu'elle est au niveau du retour sur investissement. Si je prends le temps de renseigner un algorithme, alors, de plus en plus, les entreprises essayent que les informations de base rentrent de façon automatique sans effort, mais il n'empêche que jusqu'à présent, il fallait bien, à un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se mette devant la machine pour renseigner un certain nombre d'informations. Et derrière, c'est l'algorithme va me ressortir, va me faciliter, va me faire gagner du temps, mais combien d'argent elle va me faire gagner. Et j'ai envie de dire, moi, agriculteur, bien souvent, les informations qui sont produites, elles ne m'intéressent pas, je pense notamment à toutes les informations de traçabilité, elles ne m'intéressent pas directement, elles ne me font pas gagner d'argent. Par contre, elles en font gagner, elles rassurent, elles en font gagner à l'amont ou à l'aval. Et finalement, on a beaucoup d'outils qui sont pertinents
pour les acteurs du monde agricole, mais pas forcément super utile et aidant pour l'agriculteur lui-même. Et là, il y a peut-être un hiatus. Qui est capable de payer quoi? Dans le monde agricole, on a quand même beaucoup de situations où l'agriculteur ne paye pas directement, il paye indirectement, donc ça va être son organisme stockeur, ça va être son négoce, sa coopérative, l'association à laquelle il adhère, l'association d'élevage à laquelle il adhère, qui va payer pour lui. Enfin, c'est bien lui qui paye au final, mais c'est pas lui qui fait le chèque, qui fait le virement, pour avoir accès à un certain nombre d'informations, de données qui vont aider à la prise de décision ou qui vont permettre de répondre aux exigences, notamment de l'aval, en termes de traçabilité. Donc le curseur, il est là. Qui bénéficie de quoi? Ça sert qui a l'avantage et qui contribue. Et souvent, les avantages et les avantages, c'est pour autre que l'agriculteur, et les contributions, c'est pour l'agriculteur. Donc là, bien souvent, il y a un hiatus qui n'est pas facile à résoudre. Parce que finalement, le ROI sur la ferme, c'est excessivement compliqué. Quand vous êtes dans une usine, que vous maîtrisez tous les paramètres de production, que vous voulez optimiser un robot, c'est compliqué. Mais quand vous êtes à l'extérieur ou avec du vivant et que vous voulez maîtriser tous les paramètres, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est infaisable de vouloir tout maîtriser. Donc on tâtonne. On tâtonne avec la météo, on tâtonne avec le fonctionnement du sol, on tâtonne avec la génétique animale, végétale. On fait des gros progrès. Il y a des choses qui sont vraiment utiles et qui facilitent la vie, mais faut se lever tôt le matin. Hein. Donc il n'y a pas de démarche finalement univoque, il n'y a pas de standard particulier pour orienter la décision. La seule chose qui peut être faite, c'est à la fois une démarche un peu intuitive et en même temps une gestion au cas par cas. Les détracteurs disent mais ça artificialise la relation vivant. Et les promoteurs disent ça permet d'avoir des yeux et des oreilles qu'on n'aurait pas sans les outils informatiques et sans les données que les algorithmes nous donnent. Et donc finalement, on peut très bien imaginer combiner les deux, garder ce côté sensible au vivant, ce côté intuitif, ce côté cultivateur, éleveur, et l'enrichir d'informations qui ne sont pas accessibles directement avec ses yeux, ses oreilles et ses mains, et qui sont fournies par les algorithmes. Et je pense que le meilleur des deux mondes, pour le coup, c'est pas qu'il peut, c'est clairement il permet de faire des progrès. Par contre, ça nécessite aussi d'investir, de se former, de sortir de sa zone de confort pour être en capacité d'utiliser ce type d'outils qui sont pas parfaits. Et ça, c'est pas simple.